Les racines de l'humanité se trouvent-elles en Antarctique ? Graham Hancock est persuadé que le continent glacé cache un incroyable secret qui dépasse même nos rêves les plus fous. Mais de quoi s'agit-il dans ce mystère effrayant ? Cette théorie passionnante peut-elle être prouvée ? Avons-nous fait fausse route pendant des siècles dans notre recherche de nos propres débuts ? Les mystères de la glace. Base secret d'Adolf Hitler, avant-poste d'extraterrestres, porte d'accès à l'intérieur de la Terre creuse. Dans certains milieux, on soupçonne depuis longtemps l'Antarctique d'être en réalité bien plus qu'un interminable désert de glace. Tandis que les chercheurs conservateurs rejettent ces théories avec agacement en les qualifiant d'absurdités conspirationnistes, le camp opposé se réfère encore et encore à des incidents et observations étranges, qui ne peuvent pas être expliqués si facilement. C'est ainsi que des voix s'élèvent régulièrement pour dire que les montagnes de l'Antarctique leur collent étrangement à la peau. Compte tenu de leur géométrie frappante, n'est-il pas possible que nous n'ayons pas affaire à des montagnes ordinaires, mais à des pyramides créées artificiellement ? Il y a quelques mois, Graham Hancock était l'invité du podcast Flagrant pour donner son point de vue personnel sur ces conjectures controversées. Et s'il y a bien quelqu'un d'ouvert aux courants alternatifs, c'est l'écrivain et chercheur alternatif britannique. Pour résumer succinctement, Hancock est convaincu que nous pouvons sans risque jeter les livres d'histoire officiels à la poubelle. Selon Hancock, une civilisation avancée oubliée qui a produit des technologies incroyables il y a des milliers d'années se dresse là où l'historiographie commune a fait son temps. Cependant, même les inventions les plus avancées n'ont pas pu empêcher ce peuple mystérieux d'être anéanti par une inondation mondiale à la fin de la dernière période glaciaire. Cependant, après l'apocalypse, les quelques survivants ont réussi à voyager à travers le monde, apportant le cadeau de la civilisation à des peuples plus simples. Pour étayer sa thèse, Hancock met souvent en avant des parallèles incroyables qui sont généralement rejetés par la recherche traditionnelle comme des coïncidences extraordinaires. Mais n'est-il pas étrange que tant de peuples différents aient connu, au fond d'eux-mêmes, une seule et même histoire à propos d'une grave inondation, même s'ils n'avaient officiellement aucun lien de parenté ? Que faut-il pour qu'un mythe devienne un véritable souvenir ? Hancock voit également des preuves de sa théorie dans les anciens bâtiments monumentaux. Selon lui, ce n'est pas un hasard si les cultures des différents coins du monde ont commencé à créer d'énormes pyramides. Mais ce n'est de loin pas tout. On dit aussi que l'Antarctique témoigne du fait qu'il s'est passé dans le passé des choses que nous considérons en réalité comme inimaginables. Dans le détail, il s'agit de la représentation du continent sur les cartes qui, selon Hancock, remonte à bien plus loin que ne le permet l'historiographie conventionnelle. Officiellement, le monde de glace surréaliste a été découvert par l'anglais Edward Bransfield, qui a été le premier à apercevoir la péninsule antarctique en 1820. Mais les chercheurs comme Hancock sont convaincus que cette même étendue de terre était déjà immortalisée sur la carte de Piri Reis. En l'an 1513, la représentation ferait toutefois référence à une source bien plus ancienne qui remonterait à l'an 13 000 avant Jésus-Christ. Des documents de ce type prouveraient donc qu'il existait autrefois une civilisation précurseur très développée qui a exploré le monde entier. Quel que soit le peuple à l'origine de ces cartes, il devait s'agir d'une nation maritime avancée, parfaitement interconnectée, capable d'atteindre pratiquement tous les coins de la planète. L'Antarctique vert. Sachant que l'Antarctique est aujourd'hui le continent le plus hostile et le plus froid de la planète, la nouvelle suivante est d'autant plus surprenante. Il y a 90 millions d'années, on y trouvait encore une forêt tropicale luxuriante et florissante. C'est ce que prouvent les traces de racines, de pollen et d'autres plantes trouvées dans une carotte de forage provenant de l'Antarctique occidental. Graham Hancock a également entendu parler de cette découverte passionnante. Alors, de manière détournée, est-il possible que nos ancêtres aient un jour vécu dans la forêt antarctique en germe ? Il y a sans doute eu une époque où l'Antarctique était luxuriante et verdoyante. Mais la question est de savoir si l'on était ainsi à l'époque de l'espèce humaine. C'est là que les choses se compliquent. La lignée de l'Homo sapiens remonte à environ 6 millions d'années, si l'on accepte la théorie conventionnelle de l'évolution. Mais il y a 6 millions d'années, l'Antarctique aurait été aussi froid et glacé qu'aujourd'hui. Lorsque j'ai écrit mon premier livre, Fingerprints of the Gods, en 1995, je me suis beaucoup intéressé à l'Antarctique. Cet intérêt n'est cependant pas venu de nulle part. Par exemple, Hancock a été inspiré par les travaux de l'historien américain Charles Hapgood. Hapgood pensait également qu'une civilisation avancée avait prospéré bien avant les Sumériens, mais qu'elle avait péri à la suite d'une catastrophe mondiale. Dans son livre Maps of the Ancient Sea Kings, Hapgood a présenté une série de cartes anciennes qui ne correspondaient pas à ce que l'on savait du monde à l'époque.
Dans The Path of the Pole, Hapgood a de nouveau avancé une théorie qui reste aujourd'hui au centre de débats passionnés. La théorie de la dérive crustale de la Terre. Le déplacement du monde. Mais comment cela est-il possible ? Comment se fait-il que l'ensemble de la croûte terrestre se déplace ? Eh bien, Graham Hancock illustre cette hypothèse très controversée avec l'exemple suivant. Le phénomène dit que de temps en temps, toute la croûte extérieure de la Terre se déplace comme la peau d'une orange. Une peau d'orange très lâche. Le fruit à l'intérieur reste intact et en place, tout comme le noyau de la Terre. Si cela s'est produit, l'Antarctique se trouvait autrefois dans une région plus chaude avant de se déplacer vers une région plus froide. À la question de savoir à quelle fréquence une telle chose se produirait, Hancock répond « La question est de savoir si cela se produit du tout. De toutes les théories que j'ai soutenues, c'est celle qui m'a valu le plus de critiques. Je me suis depuis beaucoup plus impliqué dans l'hypothèse de l'impact temporel disciple Dryas. Petite insertion, la période de Younger Dryas décrit une régression froide d'environ 1000 ans qui fait suite à un réchauffement à la fin de la période glaciaire weisselienne. L'hypothèse correspondante part du principe que cette évolution a été déclenchée par plusieurs impacts de météorites. Si Hancock a son mot à dire, les impacts venus de l'espace étaient aussi directement liés à la catastrophe du déluge mondial qui a anéanti la civilisation avancée oubliée. Lorsque j'ai écrit Fingerprints of the Gods, je cherchais des causes qui auraient pu déclencher un cataclysme mondial il y a 12 à 13 000 ans. Car c'est précisément la période vers laquelle pointent les facteurs astronomiques. La théorie de Hapgood m'a semblé très précieuse et utile, mais au fil du temps, je me suis tourné de plus en plus vers l'hypothèse de l'impact. La recherche de réponses. Mais pourquoi cette époque est-elle en fait soupçonnée d'avoir marqué une rupture profonde dans l'histoire du développement des civilisations ? Eh bien, Hancock l'explique comme suit. À cette époque, le climat mondial se réchauffait depuis plusieurs milliers d'années. Mais l'ère glaciaire était toujours présente. Il y avait de grandes calottes glaciaires en Amérique du Nord et dans le nord de l'Europe. Enfin, il y a 12 800 ans, deux choses se sont produites simultanément. Une vague de froid spectaculaire, accompagnée de températures qui correspondaient à celles de l'apogée de la période glaciaire. Mais dans le même temps, les océans du monde entier ont connu un mystérieux afflux d'eau douce. Je dis mystérieux parce qu'on ne s'attendrait pas à ce que de l'eau de fonte se déverse dans l'océan quand la Terre gèle. Cependant, selon lui, la théorie des comètes est capable de démêler cette contradiction apparente. L'énorme chaleur dégagée dans le cadre des impacts en Amérique du Nord et en Europe a suffi à libérer les gigantesques quantités d'eau de fonte. En conséquence, le Gulf Stream aurait été coupé. Ce courant océanique rapide dans l'Atlantique est également connu sous le nom de tapis roulant mondial et exerce une influence majeure sur le climat du nord de l'Europe. Que cet événement se soit accompagné d'un bouleversement drastique de la vie terrestre ne fait aucun doute pour Hancock. Dans les 1000 ans qui ont suivi, toute la mégafaune de l'ère glaciaire s'est éteinte. Qu'il s'agisse de tigres à dents de sabre, de mammouths laineux ou de paresseux géants, ils ont tous disparu dans ce laps de temps. Et bien sûr, ils ne se sont pas éteints sans raison. C'est le cataclysme de la période du Younger Dryas qui les a anéantis. Nous avons donc l'époque au cours de laquelle la mégafaune a disparu. Mais ensuite, il y a 11 600 ans, la Terre s'est réchauffée aussi rapidement et radicalement qu'elle s'était refroidie auparavant. On assiste à une augmentation de la température de 10 degrés en quelques siècles. Un nouvel effondrement de la calotte glaciaire s'est produit et à nouveau, de gigantesques quantités d'eau de fonte se sont déversées dans les océans. Théoriquement, cela aurait pu être causé par une soudaine poussée d'activité solaire. Mais personnellement, je n'y crois pas. La théorie des impacts multiples de météorites reste donc le plus plausible pour Hancock, car en effet, il faut garder à l'esprit que de tels événements sont toujours associés à des conséquences à long terme. Lorsqu'un projectile galactique s'écrase sur l'océan, il remue d'énormes masses d'eau. Celle-ci monte parfois dans l'atmosphère, où elle alimente un effet de serre. Cela peut également expliquer le réchauffement extrême qui s'installe par la suite. Interrogé sur la raison pour laquelle certains impacts réchauffent la Terre alors que d'autres la refroidissent, Hancock répond ce qui suit. Cela dépend entièrement de l'endroit où se produit l'impact. S'il se produit sur une calotte glaciaire et que l'eau de fonte s'écoule par conséquent dans les océans, il fera plus froid. Mais si la météorite frappe l'océan, où elle catapulte de gigantesques masses d'eau dans l'atmosphère, le monde sera plus chaud. Mais tout cela n'est que théorie. Le fait est qu'il y a eu un refroidissement rapide au début de la période du Younger Dryas, et un réchauffement extrême à sa fin. Les parallèles. Si Graham Hancock fait ce qu'il veut, il est important que nous reconnaissions le lien entre la catastrophe mondiale et notre propre histoire. En conséquence, la chronologie des incidents décrits coïncide de façon presque surprenante avec les traces culturelles et les traditions de notre propre espèce.
Alors que le réchauffement dû aux impacts de météorites a commencé il y a 11 600 ans, les racines du site de Göbekli Tepe en Turquie remontent au 10e millénaire avant notre ère. Et selon Platon, l'Atlantide a disparu à tout jamais aux alentours de l'an 9600 avant notre ère. Mais qu'est-ce qu'un récit fictif sur un royaume insulaire mystique a à voir avec la véritable historiographie ? Même Hancock sait que le mot Atlantide suffit à faire rouler les yeux des archéologues conservateurs. Mais au fond, cette légende frappe au cœur de ses croyances. Il existait autrefois un peuple supérieur à tous les autres, et qui a péri à la suite d'une catastrophe dévastatrice. Appuie sur abonnement et attends-toi à de nombreux autres temps forts.